Ceci est l'avion conçu pour transporter Air Force One. Pas l'escorter, pas le ravitailler, mais soulever l'ensemble du jet présidentiel sur son dos et disparaître dans le ciel quand chaque satellite est à l'affût et chaque seconde compte. Parce qu'il existe des scénarios où Air Force One ne peut pas prendre son envol, et c'est à ce moment que cet aéronef est appelé un avion si rare que la plupart des Américains ne savent même pas qu'il existe. Sa mission, l'extraction, protection, continuité du gouvernement à 35 000 pieds. Mais des aéronefs comme ça n'apparaissent pas de nulle part. Ils sont construits sur un héritage de machines massives qui les ont précédés. Et pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons regarder les 20 plus grands avions jamais construits. Commençons par le monstre de la guerre froide qui a rendu tout cela possible. Numéro 20, le Convair B-36 Peacemaker. Quand les États-Unis avaient besoin d'un bombardier qui pouvait frapper Moscou sans ravitaillement, ils ont construit ça, le B-36 Peacemaker, un géant de la guerre froide avec une envergure plus large qu'un Boeing 747. Il n'a pas seulement battu des records, il a brisé des atomes. Ce n'était pas un chasseur agile. C'était une cathédrale volante, 230 pieds de large, pesant plus de 400 000 livres entièrement chargés. 6 moteurs à piston propulseurs bordaient l'arrière des ailes, et plus tard, 4 moteurs à réaction ont été ajoutés aux pointes. Il est devenu le seul aéronef opérationnel dans l'histoire propulsé par 10 moteurs, fonctionnant simultanément. Les pilotes l'appelaient l'Aluminium Overcast. Le radar ennemi l'appelait un cauchemar. Et quand il volait au-dessus, les villes en dessous pouvaient voir et entendre ses moteurs longtemps avant de voir. Mais son véritable héritage n'était pas les missions qu'il a volées, c'est ce qui l'a rendu possible. Le B-36 a prouvé que la taille pouvait être armée, que le ciel lui-même pouvait transporter plus que des bombes. Il pouvait porter doctrine, dissuasion et domination, et pourtant, ce n'était que l'acte d'ouverture. Ce qui est venu ensuite n'était pas seulement des bombardiers, ils étaient des pistes flottantes, des ports spatiaux, des léviathans de fret qui faisaient paraître le B-36 pour un échauffement. Si le B-36 a prouvé que la taille pouvait voler, le prochain a prouvé que l'obsession pouvait également. 19. Hugh H-4 Hercule, Spruce Goose. Il n'était jamais censé fonctionner. Il était trop large, trop lourd et entièrement en bois. Mais Howard Hughes s'en fichait. Le H-4 Hercule, plus connu sous le nom de Spruce Goose, était un monstre risqué. Un hydravion avec la plus grande envergure jamais tentée à l'époque. 320 pieds d'un bout à l'autre. Plus long qu'un terrain de football, plus haut qu'un immeuble de 8 étages. Ce n'était pas fait d'épicéa, mais de bouleau. Hughes a utilisé du bois parce que le métal de guerre était rationné. Le véritable matériau ici était l'ego et la paranoïa. Il a investi des années et des millions dans la construction d'un avion qui pouvait transporter des chars entiers à travers les océans. Puis vinrent les auditions au Sénat, le ridicule public et les menaces d'annuler le projet. Alors Hughes fit l'impensable, il le fit voler. Une fois. Pendant 26 secondes, juste 70 pieds au-dessus de l'eau. C'était suffisant pour prouver qu'il pouvait quitter la surface. Et suffisant pour lui de ne jamais réessayer. C'était en partie avion, partie mythe, et il n'a jamais volé à nouveau. Mais ce qu'il représentait n'a jamais cessé de voler. Le H-4 est devenu un symbole de ce qui se passe quand l'ambition défie la physique, le budget et la santé mentale, et parvient même à prendre son envol. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à l'expérience russe qui a essayé de voler sans jamais quitter l'effet de sol. Parce que le prochain est une machine qui n'a jamais réécrit les règles, elle a volé entre elles, et le H-4 a prouvé que vous pouviez construire trop grand. Mais cet avion suivant, il a prouvé que parfois vous devez le faire. Numéro 18. Boeing 747 Dreamlifter. Quand Boeing a eu besoin de déplacer des sections entières de son avion de nouvelle génération, le 787 Dreamliner, il a fait face à un problème. L'expédition des pièces prendrait des semaines. Les transporter par camion était impossible, alors ils ont fait l'impensable. Ils ont vidé un 747 et construit quelque chose d'encore plus bizarre, le Dreamlifter. Ce n'était pas un avion cargo, c'était une machine à avaler en vol. Des sections de fuselage, assemblage d'ailes et stabilisateurs verticaux étaient chargés dans son ventre caverné, des pièces d'avion entières transportées comme des bagages. Avec une capacité de charge utile de plus de 250 livres et un volume interne 3 fois celui d'un 747 ordinaire, le Dreamlifter est devenu le seul aéronef de son genre, construit non pas pour livrer des marchandises, mais pour livrer des avions. Son dos s'ouvrait comme une charnière, s'ouvrant suffisamment pour faire entrer une maison à l'intérieur. Et pourtant, malgré ses proportions de type Frankenstein, il volait régulièrement, connectant les usines Boeing à travers les continents, du Japon à la Caroline du Sud.
Il n'a pas volé loin, mais il a volé vite, et il a volé exactement ce dont Boeing avait besoin, quand aucun autre aéronef sur Terre ne pouvait. Et pourtant, ce n'est pas le plus étrange jumbo construit par Boeing, car avant le Dreamlifter, il y avait un avion conçu pour transporter l'avenir de la guerre, non pas en morceaux, mais entièrement assemblé et prêt à frapper. Le Dreamlifter montrait ce que la puissance aérospatiale américaine pouvait déplacer, mais l'Europe avait une réponse, et elle avait un visage, l'Airbus Beluga XL. À première vue, on dirait une blague, une baleine avec des ailes, un dessin animé avec des moteurs à réaction. Mais l'Airbus Beluga XL n'est pas une affaire à prendre à la légère. Cet aéronef était la réponse de l'Europe au Dreamlifter de Boeing. Un transporteur de fret surdimensionné construit pour transporter les composants surdimensionnés des projets Airbus. Mais au lieu de moderniser un ancien design, Airbus est allé plus loin. Ils ont créé un avion avec un fuselage supérieur allongé qui se gonflait en un front bulbeux, lui donnant l'une des silhouettes les plus reconnaissables de l'aviation. À l'intérieur de cette tête surdimensionnée, aile complète, section de fuselage. Des pièces critiques des programmes A350 et A320 d'Airbus se déplaçaient dans une charge continue entre les usines d'assemblage en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il est propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 700, les mêmes utilisés sur des avions commerciaux de taille normale, mais son vol est étroitement chorégraphié. Seules les équipes les plus expérimentées sont autorisées près de ces opérations de chargement uniques, qui impliquent des plateformes inclinables, des élévateurs hydrauliques et des baies de docking précises au centimètre. Le Beluga XL ne peut pas voler à travers les océans. Il n'est pas construit pour des trajets long courriers ou pour des altitudes élevées, mais ce qu'il fait est sans doute plus impressionnant. Il maintient la chaîne de production aérospatiale européenne en vie, pièce par massif pièce. Et bien que le Beluga ait l'air étrange, le prochain aéronef n'avait pas seulement l'air étrange, il a changé la façon dont les armées se déplaçaient, non par terre, mais par air. Le Beluga a été construit pour déplacer des ailes, mais cet aéronef suivant, il déplace la guerre. Numéro 16. Lockheed C-5M Super Galaxy. Quand le militaire américain a besoin de déplacer une armée rapidement, il ne fait pas appel à un navire, il l'appelle le Super Galaxy. Le Lockheed C-5M est le plus grand aéronef de la flotte de transport stratégique américaine. Il ne se contente pas de déplacer du fret, il transporte des systèmes de combat, des hélicoptères Apache, des chars Abrams, des centres de commandement mobiles et même des batteries de missiles Patriot. En termes de taille brute, il peut soulever 280 livres sur 550 miles sans ravitaillement. Son nez se lève vers le haut pour créer un fuselage de type drive-through, faire rouler un char à l'avant, en faire sortir un autre à l'arrière. 2 niveaux d'espace et de chargement, moteurs à réaction de la taille de berline et une envergure qui dépasse celle d'un 747 de près de 30 pieds. Mais ce qui rend le 5M terrifiant, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa précision. C'est un avion de guerre, conçu pour la logistique en temps de paix et l'urgence en temps de combat. Il a atterri sur des pistes de fortune en Afghanistan, il a largué de l'aide en Haïti et en 2021, il a réalisé l'une des plus grandes missions logistiques d'évacuation de l'histoire militaire américaine. Il ne vole pas joliment, il ne vole pas silencieusement, mais quand cet oiseau atterrit, des régions entières peuvent changer du tout au tout. Et pourtant, même le Super Galaxy n'a pas le dernier mot en matière de mobilité aérienne, parce qu'un autre aéronef, plus ancien, plus étrange et presque oublié, a prouvé que le transport aérien n'était pas seulement une question de puissance, mais de volume. Le Super Galaxy peut porter la puissance de l'Amérique, mais elle ne domine pas les cieux seule. Car de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, un autre monstre est né, et aujourd'hui, même l'OTAN en dépend. 15. Antonov et 124 Rouslan. Il n'a pas été conçu pour impressionner, il a été conçu pour intimider. L'Antonov et 124 Rouslan est la réponse de l'Union soviétique au problème du transport aérien stratégique. Mais plutôt que de rivaliser avec les Américains livre pour livre, les Soviétiques utilisaient un volume de fret brut. Le résultat, un aéronef si massif et caverné qu'il a gagné le surnom d'entrepôt volant. Premier vol en 1982, le M124 n'a pas seulement rivalisé avec le C5 américain, il l'a surpassé dans un critère clé. Combien il pouvait transporter à la fois. Nous parlons de 150 tonnes de fret, y compris des locomotives, du matériel de station électrique ou plusieurs véhicules blindés, tous roulés dans un fuselage plus long qu'un terrain de football. Et voici le twist, après la guerre froide, l'Occident ne l'a pas retiré, ils l'ont loué. À ce jour, l'OTAN et l'US Air Force louent régulièrement des 124 à l'Antonov Airlines d'Ukraine et au Volga Dnipro Group de Russie pour déplacer des équipements surdimensionnés. Pas parce qu'ils en veulent, mais parce que rien d'autre ne s'en approche. Ils fonctionnent avec un équipage de 7 personnes.
Son atterrissage comprend 24 roues et sa massive porte avant de chargement s'incline vers le haut comme la mâchoire d'un monstre, dévorant tout ce qui est poussé à l'intérieur. Mais même le Ruslan n'est pas le joyau de la couronne de l'Union soviétique, car ce qui est venu ensuite briserait chaque règle de conception d'avion et deviendrait quand même le roi des cieux. L'An 124 peut être déplacé des machines comme aucun autre, mais il n'était pas fait pour transporter des personnes avec style. Ce travail est tombé à un nouveau type de géant, un construit non pas derrière le rideau de fer, mais au cœur de l'aviation américaine. 14. Boeing 747-8. C'est l'avion de passagers le plus long jamais fabriqué, et sans doute la silhouette la plus emblématique de l'histoire de l'aviation. Le Boeing 747-8 est la dernière évolution de la Reine des Cieux, s'étendant sur plus de 250 pieds. Cet avion ne transportait pas seulement des passagers, il a redéfini ce à quoi le voyage aérien pouvait ressembler au plus haut niveau. Conçu pour des vols long courriers, des missions cargo mondiales et une clientèle d'élite, le 747-8 est là où la taille brute rencontre le prestige poli. Ce n'est pas juste un avion de ligne, c'était un symbole de distance conquise, de frontières ignorées et de luxe mis en mouvement. La variante -8 a ajouté de nouvelles ailes, de meilleurs moteurs et des avioniques avancées, mais ce qui les distinguait vraiment était sa polyvalence. Aujourd'hui, il transporte tout, de la cargaison industrielle aux composants de plateformes pétrolières, dans sa forme de cargo, le 747-8F. Mais à l'extrémité supérieure, c'est l'avion de choix pour les chefs d'État, la royauté du Golfe et les milliardaires du Fortune 100. Des 747-8 privés existent avec des chambres, des salles de réunion, des escaliers en colimaçon et des suites médicales à bord. Une variante modifiée au-delà des spécifications publiques, et même attendue pour devenir la prochaine génération de l'Air Force One. Mais le 747 n'a jamais été seul dans sa catégorie, car juste de l'autre côté de l'Atlantique, un rival se formait, un modelé comme une baleine, et avide de déplacer des morceaux encore plus gros du ciel. Le 747-8 a peut-être maîtrisé le prestige, mais tous les géants ne sont pas construits pour le confort. Certains sont construits pour le chaos, et dans l'ombre du luxe, une autre bête continuait à voler vers des zones de désastre, même quand personne d'autre ne le ferait. Numéro 13. Ilyushin IL-76. Construit pour être la bouée de sauvetage polyvalente de l'Union soviétique, l'Ilyushin de 76 n'est pas gracieux, il est implacable. Introduit dans les années 70, ce turbofan à 4 moteurs était destiné à livrer de lourdes charges dans des pistes non préparées profondément derrière les lignes ennemies. Mais au fil du temps, il est devenu quelque chose de complètement différent. L'avion de référence pour les urgences mondiales. Des incendies de forêt en Sibérie, aux tremblements de terre au Pakistan et même les cieux radioactifs de Tchernobyl, l'IL-76 volait là où d'autres avions hésitaient. Équipé d'intérieurs modulaires, il peut passer du transport de troupes au transport de cargaison en vol hôpital en quelques heures. Et dans l'après-coup des désastres, c'est souvent le premier et le seul avion autorisé à rentrer. Sa masse porte-chargement arrière, son train d'atterrissage robuste et son design à aile haute lui permettent d'opérer dans certaines des pires conditions au monde. Que ce soit pour larguer de l'aide dans une zone de guerre ou évacuer des civils d'une région effondrée, l'IL-76 n'a jamais été conçu pour impressionner, juste pour endurer. Même maintenant, un demi-siècle après son premier vol, il reste actif en Russie, en Inde et dans des dizaines de pays en développement. Mais alors que l'IL-76 a été conçu pour aller n'importe où, le prochain avion a été conçu pour transporter n'importe quoi. Et il l'a fait, même lorsque cette cargaison était un anti-navette spatiale. L'IL-76 est allé là où il était nécessaire, mais le prochain avion ne se contentait pas de voyager loin, il maintenait les autres dans le ciel tout en le faisant. Et dans la guerre moderne, cela signifiait le contrôle des cieux, heure après heure, continent après continent. Numéro 12. McDonnell Douglas KC-10 Extender. À première vue, le KC-10 Extender ressemble à un avion de ligne commerciale, et ce n'est pas un accident, il est né du jet de passagers DC-10, mais cette version a été militarisée, modifiée et transformée en quelque chose que le Pentagone appelle le multiplicateur de force. Son travail, ravitailler des jets en vol, non pas une fois ni deux fois, mais au-dessus des océans, des zones de combat et des territoires amis. Avec la capacité de décharger plus de 300 000 livres de carburant en une seule mission, le KC-10 est devenu la bouée de sauvetage silencieuse de la domination aérienne américaine. Chasseurs, bombardiers, avions de surveillance, tous en dépendaient. Et tandis que des ravitailleurs plus petits, comme le KC-135 ont posé les bases, l'Extender a apporté portée, volume et polyvalence à un niveau entièrement nouveau.
Ces 3 moteurs, son immense soute à cargaison et ses systèmes de ravitaillement double lui ont permis pour soutenir à la fois les avions de type sonde, drogue et bras, ce qui signifie qu'il pouvait ravitailler les alliés de l'OTAN et les escadrons américains lors de la même mission. Lors des conflits aériens au Moyen-Orient, le KC-10 a permis des sorties 24 heures sur 24 à travers des régions entières, maintenant les bombardiers dans les airs et la pression sur le sol. Mais tandis que l'Extender maintenait les autres en vol, le prochain avion transportait un poids que peu osaient soulever. Parce qu'il ne transportait pas de réservoir de carburant, il était conçu pour déplacer des plateformes pétrolières. Le LM-100J a prouvé qu'un design robuste pouvait atteindre les avant-postes les plus reculés du monde. Mais le prochain avion ne se contentait pas de survivre à un terrain rugueux. Il a été conçu pour éliminer le besoin de pistes complètement. Numéro 10. Boeing YC-14. Dans les années 1970, l'armée américaine voulait une nouvelle génération d'avions de transport, capables de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes et non préparées tout en transportant des charges massives. La réponse de Boeing, le YC-14, un STOL expérimental, un avion à décollage et atterrissage court, qui ressemblait à quelque chose du futur. Ces énormes moteurs à réaction n'étaient pas montés sous les ailes, ils étaient placés au-dessus. Ce n'était pas un défaut de conception, c'était une innovation. Le positionnement utilisait quelque chose, appelé l'effet Coanda, canalisant la poussée du moteur sur la surface de l'aile pour augmenter la portance à basse vitesse. Cela signifiait des décollages plus courts, des atterrissages plus lents, et la capacité d'opérer depuis de petites clairières où de plus grands jets ne pouvaient même pas rêver atterrir. Le YC-14 pouvait transporter des chars, des troupes ou des cargaisons humanitaires dans des zones de combat ou des villes frappées par des désastres avec une infrastructure minimale. Il a bien performé lors des tests, mais comme beaucoup de programmes expérimentaux, il a été annulé avant d'atteindre la production complète. Pourtant, son héritage n'est pas mort, son design a influencé le développement des avions de transport stratégique modernes, y compris des aspects du C-17 Clubmaster 3. Donc bien que le YC-14 n'ait jamais été mis en service, son ADN vit dans chaque avion de transport militaire moderne, qui équilibre masse et manœuvrabilité. Mais tandis que ce jet était au sujet de l'ingéniosité verticale, le suivant aéronef a embrassé le volume pur. Il ne se contentait pas de transporter, il engloutissait la cargaison entière. Le YC-14 flirtait avec un design radical, mais il était limité par le financement et le destin. Le prochain avion était pleinement réalisé. Il n'était pas construit pour la bataille, il était construit pour la domination des cieux. Pas avec la force, mais avec une taille énorme. 9 Airbus A380. C'est le plus grand avion de passagers jamais construit. Un double pont de l'avant à l'arrière, 2 ponts de pleine longueur, 4 énormes moteurs et une envergure si large que des centaines d'aéroports à travers le monde ont dû redessiner leurs pistes juste pour le gérer. L'Airbus A380 n'était pas un avion, c'était une ville flottante. Conçu pour transporter plus de 850 passagers dans une configuration entièrement économique, ou environ 600 dans des aménagements de luxe, il a redéfini ce que l'aviation commerciale pouvait ressentir. À bord, salon, douche, suite privée, et même bar. Des compagnies aériennes comme Emirates l'ont transformé en palais. D'autres n'ont pas pu suivre les coûts opérationnels parce qu'en dépit de son éclat technologique, l'A380 avait un talon d'Achille. Il était trop grand. De nombreux aéroports n'avaient pas l'infrastructure. Les portes devaient être élargies, les voies de circulation renforcées et même alors, il consommait d'énormes charges de carburant à chaque vol. Cela le rendait économiquement impraticable pour des routes sans demande massive et constante. Pourtant, quand il fonctionnait, il dominait. Doux, calme et presque surréaliste à vivre, l'A380 est devenu un symbole de l'ambition du voyage aérien au XXIe siècle. Et bien qu'Airbus ait cessé la production en 2021, plusieurs A380 sont encore en service, voyageant des routes long courriers pour des compagnies aériennes qui peuvent les remplir, surtout au Moyen-Orient et en Asie. À une époque de jets plus petits et efficaces, l'A380 reste un monument défiant à la plus grande vision de l'aviation, plus grand, mieux, plus audacieux. Mais là où cet aéronef transportait des personnes avec style, le suivant a été construit pour les ravitailler en vol. Ce n'est pas un jet de passagers, c'est un fil de vie. L'A380 transportait des passagers dans un confort inégalé, mais le confort n'est pas l'objectif des zones de combat. Le prochain aéronef n'est pas célèbre pour le luxe, il est connu pour une chose, la puissance précise à travers le Pacifique. Numéro 8. Kawasaki C2. C'est le transporteur militaire le plus puissant du Japon et l'un des moins compris. Le Kawasaki C2 est né de la nécessité. Le Japon avait besoin d'un aéronef capable de déplacer des charges massives à travers de vastes étendues océaniques rapidement, silencieusement et sous radar. Le Pacifique n'est pas seulement vaste, il est volatile. Et le C2 a été construit pour répondre rapidement, quelle que soit la mission,
l'aide en cas de catastrophe ou de confrontation. Avec une portée de plus de 4500 miles et une capacité de charge maximale de 37 tonnes. Il se tient épaule contre épaule avec des titans occidentaux comme le C-17 et l'AN-70. Il peut transporter des chars, des missiles, des troupes ou de grandes cargaisons civiles en temps de paix. Sa soute est haute, large et modulaire. Mais ce qui rend le C-2 particulièrement dangereux et que personne ne peut confirmer, la technologie classifiée intégrée dans ces systèmes. Le Japon a révélé peu de choses sur ses capacités de guerre économique. Certains analystes prétendent qu'il inclut des suites de contre-mesures conçues pour brouiller ou dévier les menaces guidées par radar. D'autres croient que son profil furtif est plus avancé que ce qui a été divulgué. Quoi qu'il en soit, le C-2 ne se contente pas de transporter, il se cache et il est rapide. Après de Mach 0,8, le C-2 peut dépasser la plupart de ses rivaux de casse-cargo. Cette vitesse permet des déploiements rapides, des évacuations plus rapides et une flexibilité stratégique, surtout à travers des chaînes d'îles de l'Indo-Pacifique. La plupart des gens ne savent même pas combien d'unités existent, le Japon n'en parle pas beaucoup, mais il continue de les déployer année après année dans un silence presque total. Ce n'est pas un vestige de la guerre froide, ou un ravitailleur en temps de paix. Le C-2 est actif, évoluant et silencieusement essentiel à la posture du Japon dans une région qui devient de plus en plus tendue chaque année. Mais même cet aéronef ultramoderne ne peut pas égaler l'échelle de ce qui vient ensuite, parce que le prochain aéronef, c'était autrefois la réponse de l'Union soviétique à la domination américaine, et il fait encore les gros titres. Le C-2 du Japon est moderne, rapide et secret, mais le prochain aéronef ne se souciait pas de sa furtivité. Il ne cachait pas sa taille, son bruit ou sa présence, il s'annonçait avec le tonnerre. Numéro 7. Antonov AN-22, Antequan. Quand l'Antonov AN-22 a pris son envol pour la première fois en 1965, ce n'était pas seulement le plus grand turbopropulseur jamais construit, c'était un avertissement volant. L'Union soviétique n'essayait pas de rattraper l'Occident, elle essayait de le surpasser. Avec son envergure massive de 64 mètres, 4 moteurs Kuznetsov et NK-12 et des hélices contre-rotatifs, l'AN-22 ne ressemblait pas à un aéronef. Il ressemblait à une usine volante à basse altitude. Ses moteurs étaient parmi les plus bruyants jamais montés sur un avion, mais ce bruit portait de la puissance. Plus de 80 tonnes de charges utiles, y compris des chars, des systèmes de missiles mobiles ou des bataillons entiers de soldats. C'était le premier aéronef à fuselage large, jamais construit. Une pleine décennie avant l'américain L-1011 ou le DC-10, l'AN-22 redéfinissait déjà ce qu'un fuselage pouvait contenir. Mais ce n'était pas un jet commercial, cela a été construit pour une seule chose, la domination militaire. L'intérieur était vaste et renforcé, conçu pour résister à la pression de charges lourdes et aux atterrissages difficiles. Il pouvait déployer depuis des pistes non pavées, et même opérer dans des conditions arctiques où l'OTAN avait une portée limitée. Et tandis que l'Occident avait des noms comme Galaxy et Globemaster, l'OTAN a donné à cet aéronef un nom de code si absurde qu'il semblait être une blague. Coq. Pas à cause de la forme ou de son insigne, mais parce que la première lettre C était réservée aux aéronefs de transport et le reste a été choisi de manière arbitraire. Les soviétiques s'en fichaient. Ils n'étaient pas là pour le branding. Malgré ses origines de guerre froide, l'AN-22 a continué à voler à travers l'Afghanistan, la Tchétchénie et même des missions humanitaires modernes. Son groupe motopropulseur unique et ses hélices massives lui ont donné un profil visuel qu'aucun autre aéronef ne partage. Il ne se fondait pas, il se distinguait. À ce jour, il reste le plus grand aéronef à hélice au monde. Mais si vous pensiez que cette bête soviétique était grande, attendez de voir le monstre qui est venu après. Parce que le prochain avion a poussé les limites même de ce que les hélices pouvaient soulever et a presque déchiré la physique en le faisant. L'Antonov AN-22 faisait rugir les hélices comme le tonnerre, mais le prochain aéronef ne rugissait pas, il planait comme un présage. Parce que ce qui est venu ensuite n'a pas été construit pour la guerre, il a été conçu pour lancer des choses en orbite. Numéro 6. Stratolaunch Rock. Le Stratolaunch Rock détient le record de la plus grande envergure jamais volée, 385 pieds d'un bout à l'autre. C'est plus long qu'un terrain de football et demi. Mais cela n'a pas été construit pour transporter des chars ou des troupes, il a été construit pour transporter des fusées. Développé à l'origine par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, le ROC utilise un design à double fuselage qui ressemble à un catamaran volant. En 2019, il a décollé pour la première fois. Pas en tant que concept, mais en tant que port spatial mobile. L'idée, lancer des fusées depuis 35 000 pieds, en contournant la plus épaisse atmosphère et en réduisant les coûts de déploiement des satellites. Son aile centrale
était conçu pour transporter des charges allant jusqu'à 500 000 livres, suffisamment pour changer l'économie de l'espace entièrement. Mais aujourd'hui, Stratolaunch teste le roc pour des véhicules hypersoniques et discrètement des contrats de défense. Ce n'est pas seulement le plus grand objet volant jamais fabriqué, c'est un rappel que la domination dans les airs ne vient pas toujours avec des armes. Mais le prochain aéronef ne s'est pas soucié de l'altitude du tout. Il a été construit pour une seule chose, force brute et exposée. Un transporteur de la guerre froide, si étrange que l'OTAN l'a nommé comme un avertissement. Stratolaunch était élégant, numérique et construit par des milliardaires. Mais les soviétiques ne se souciaient pas de l'élégance, ils avaient besoin de portance et rapidement. Numéro 5. Mychiachev FIMT Atlante. C'était le VMT Atlante, un géant de la guerre froide qui transportait des fusées soviétiques, des modules et des pièces de navettes, non à l'intérieur mais sur son dos. Reconstruit à partir d'un bombardier mulet, l'Atlante volait avec des moteurs turbofan doubles et une colonne vertébrale renforcée conçue pour transporter des charges surdimensionnées à travers le vaste territoire soviétique. Pensez à lui comme à l'avion transporteur de la navette NASA, avec la force brute et sans fioritures. Seuls 2 ont été construits. Tous 2 ont été transportés comme Baïkonour. Sans eux, le programme spatial soviétique ne bougeait pas. Mais le prochain aéronef ne transportait pas de fusées, il transportait des armées, et volait plus vite et plus loin que n'importe quelle machine soviétique avant lui. Les soviétiques avaient le VMT Atlante, robuste et imposant, mais l'Amérique a répondu avec quelque chose de plus raffiné, moins de force brute, plus de précision d'ingénierie, et il volait sur le dos d'une icône de l'aviation. Numéro 4. Boeing 747 Shuttle Carrier Aircraft. L'avion transporteur de la navette de la NASA n'a pas été construit de zéro. Il a commencé comme un 747 retiré, puis est devenu un tremplin volant. 2 ont été modifiés pour transporter la navette spatiale, 170 000 livres sur leur dos. Ce n'était pas symbolique, c'était pratique. Les navettes ne pouvaient pas décoller seules. Les sites d'atterrissage n'étaient pas toujours près des plateformes de lancement, donc ces aéronefs sont devenus le pont. Des renforts structurels, de stabilisateurs et des entretoits spécialisés ont transformé un avion de passagers en un transporteur de navettes spatiales. Ils ont transporté Columbia, Atlantis, Discovery et Endeavour à travers des États-Unis, souvent avec des foules regardant d'en bas. Leur dernier travail, une dernière tournée, livrant les navettes à travers des musées à travers le pays. Mais tandis que cet aéronef portait l'héritage des astronautes, la prochaine machine portait la guerre. C'était la réponse soviétique pour déplacer rapidement des armes à travers les océans, les frontières et les champs de bataille. L'Ouest l'a appelé Kozak, mais l'Est le connaissait par un nom plus simple, inarrêtable. Si le 747 SCA était un panneau publicitaire volant pour les flux spatiaux, cet aéronef suivant est l'opposé. Une machine construite pour la Terre, le danger est faire le travail quand rien d'autre ne peut. Lockheed C-130 Hercule, version allongée. Le C-130 Hercule ne vise pas à impressionner, il vise à livrer. Né dans les années 1950, ce transporteur tactique est devenu l'outil multifonction ultime de l'aviation, et lorsqu'il est allongé en version comme le C-130 J-30, il a gagné encore plus de muscles. Ces modèles allongés transportent plus de cargaisons, couvrent de plus longues distances et peuvent encore atterrir sur des pistes qui à peine qualifient comme des routes. Sable, neige, terre, rien ne l'affecte. Ce n'est pas le plus grand, mais en matière de livraison sur un champ de bataille, il est inégalé. Il largue des fournitures, ravitaille des hélicoptères en vol, évacue les blessés ou apporte de l'aide là où les jets ne peuvent pas atterrir. Plus de 70 nations l'utilisent, de nombreux pilotes volent des avions plus vieux qu'eux-mêmes. Et tandis que d'autres aéronefs chassent les gros titres, celui-ci continue de voler, invisible mais indispensable. Même le Hercule a ses limites, car le suivant est le géant soviétique que l'OTAN craignait autrefois, un aéronef avec 6 moteurs, un ventre caverné et un nom dont tout le monde se souvient, Maria. Si le Hercule était le cheval de bataille, cet aéronef suivant était le Colosse, une machine si massive qu'elle ne pouvait pas tenir dans des hangars. Les hangars devaient s'adapter pour elle. Il ne transportait pas seulement des cargaisons, il portait des ambitions nationales. Et à la fin, il a payé le prix. Numéro 2, Antonov Et-225. Maria. Détruit en 2022, au sommet de la chaîne alimentaire de l'aviation se tenait l'Antonov Et-2225 Maria, ukrainien pour rêve. Une création de la guerre froide, destinée à transporter la navette spatiale soviétique Buran. Il est devenu le plus grand aéronef à jamais voler. 6 moteurs, 32 roues, un poids au décollage de 640 tonnes, une envergure plus longue qu'un terrain de football. La Maria ne transportait pas de cargaison, elle l'avalait. Turbines, tanks, équipements de secours, tout ce qui ne pouvait pas s'adapter à un autre avion est entré dans cet entrepôt volant. Ce n'était pas rapide, et ce n'était pas bon marché, mais c'était irremplaçable, et en 2022, à l'aéroport de Hostomel près de Kiev,
Il a été détruit lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le hangar s'est effondré, le rêve est mort. Il n'y avait pas qu'une seule Maria. Pas de sauvegarde, pas de réplique, mais ce qu'il représentait, une échelle purement inégalée, résonne encore dans l'aviation historique. Même l'Antonov AN-225, le plus grand avion jamais construit, avait une limite. Il pouvait lever une navette spatiale, il pouvait transporter 640 tonnes d'acier et de turbines, mais il y avait un avion qui était conçu pour transporter et qu'il n'a jamais fait. Pas parce qu'il a échoué, mais parce que ce qu'il était destiné à soulever n'était jamais censé être vu. Parce que parfois, l'avion le plus puissant du monde n'est pas celui qui fait du bruit, c'est celui dont vous n'entendez jamais parler. Pas de numéro de queue, pas de couverture médiatique, pas de journaux de vol connus, et seulement une poignée de personnes l'ont déjà vu en mouvement. Encore moins savent ce qu'il y a à l'intérieur, et pourtant, lorsque le pire scénario se produit, frappe nucléaire, décapitation de commandement, blackout complet, c'est l'avion qui se déplace, car c'est le seul avion construit pour transporter le président, pas en tant qu'escorte ou sauvegarde, mais comme un canot de sauvetage. L'avion fait pour transporter Air Force One. La plupart des gens supposent qu'Air Force One peut aller n'importe où, et dans des conditions normales, il le peut. Le VC-25A, un lourdement modifié Boeing 747-200B, n'est pas juste un avion, c'est un poste de commandement volant, renforcé contre les impulsions électromagnétiques, équipé de communications de grade militaire, de capacités de ravitaillement en vol, de brouillage radar avancé et d'une équipe de sécurité complète à bord. Il sert à la fois de symbole de bouclier de la présidence américaine. Mais les symboles ne volent pas dans les retombées nucléaires. Les boucliers peuvent se fissurer sous pression suffisante. Si NORAD perd le contact, si les bases aériennes sont effacées de la carte, si les systèmes d'alerte précoces deviennent aveugles, et si la chaîne de commandement est compromise en temps réel, alors même Air Force One devient une responsabilité. Il ne peut pas voler à l'aveugle, il ne peut pas être suivi. Et il ne peut certainement pas atterrir sur n'importe quelle piste de tarmac. Lorsque la menace n'est pas seulement régionale, mais systémique, lorsque l'objectif n'est pas de gagner mais de survivre, un niveau d'assurance supérieur est nécessaire. C'est là que cet avion entre en jeu. Son existence n'est confirmée par aucun canal officiel. Aucune désignation n'apparaît dans les journaux d'approvisionnement public, mais les initiés, les analystes militaires et les entrepreneurs aérospatiaux murmurent tous la même chose. Il existe une plateforme capable de transporter le VC-25A entier, entièrement intact, hors de portée, hors réseau et dans un domaine sécurisé. Certains croient que c'est un fuselage Antonov réaffecté, un cousin militarisé de la N124, ou même un fantôme reconstruit de la N225. Avant la destruction de la Mriya en 2022, des rumeurs circulaient sur un achat logistique conjoint routé à travers des sociétés écrans et des coopératives d'ingénierie civile. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une merveille à budget noir née de Skunkworks, de la division des projets avancés de Lockheed Martin, financée par des lignes budgétaires déguisées en amélioration de mobilité aérienne stratégique pendant le pic de la paranoïa de la guerre froide. L'origine véritable n'a pas autant d'importance que la mission. Ce qui a un peu fuité pointe vers un avion bien au-delà de la logistique de fret typique. Ce n'est pas seulement une question de taille, bien qu'ils doivent être massifs. Il s'agit d'infrastructures, de survie, d'intégration totale des systèmes. Des schémas fuyants et des données de jeux de guerre militaires suggèrent les capacités suivantes. Un système de berceau interne renforcé, calibré précisément aux dimensions du fuselage du VC-25A. Des avioniques renforcées contre les EMP et des soutes à cargaison étanches à l'atmosphère. Des modules de liaison cryptés capables de rétablir le commandement, même pendant des blackouts de communication. Interne système de soutien vital et contre-mesures défensives conçus pour protéger non seulement l'avion, mais la chaîne de commandement qu'il transporte. Ce n'est pas un avion de secours, c'est un bunker gouvernemental mobile. Son travail n'est pas de gagner la guerre, c'est de garder le décideur assez longtemps en vie pour le faire. Il n'est pas conçu pour voyager régulièrement, il n'est pas destiné à ravitailler une flotte ou à livrer des troupes. Il est construit pour s'activer uniquement lorsque tout le reste a échoué. Lorsque la capitale est sous siège, lorsque les réseaux satellites deviennent sombres, lorsque les triades nucléaires se fracturent, et lorsqu'aucune partie du réseau ne peut être fiable. Dans ce scénario, les États-Unis n'ont pas besoin de pouvoir symbolique, ils ont besoin de pouvoir survivable. Cet avion devient la plateforme de continuité finale. Celui qui permet à un président de disparaître dans le ciel, avec une pleine capacité opérationnelle, de reprendre le contrôle, et si nécessaire d'ordonner une action de représailles depuis 30 000 pieds. Tout cela sans toucher une piste. Tout en étant entouré d'un silence radio complet, excepté pour des fréquences cryptées connues uniquement des officiers de commandement de plus haut niveau.
Cela n'a jamais été vu publiquement. Cela pourrait ne jamais être utilisé. Mais si cela existe et que chaque plan de contingence stratégique insiste sur le fait que cela doit exister, alors cela change la nature même de la survie nationale, parce que cela signifie que la présidence elle-même est maintenant mobile, pas symboliquement, pas diplomatiquement, tactiquement, une présidence qui peut être emballée, volée et redéployée. Contrairement à d'autres aéronefs sur cette liste, celui-ci n'a pas de nationalité, il n'a pas de livret, pas de marquage, pas d'insigne de mission ou de numéro de queue. S'il a un nom, ce nom est caviardé. S'il a des pilotes, ils n'ont jamais été formés avec aucun escadron connu. Et s'il a volé, même une fois, cet enregistrement serait enterré derrière des milliers de pages de classification de haut niveau. Mais la logique est simple. Dans le scénario le pire imaginable, aucun prix n'est trop élevé pour garantir que la présidence ne puisse pas être décapitée par une seule frappe. Ou même 1000. Ce n'est pas une vitrine d'ingénierie, c'est un artefact de musée. C'est une machine de dernier recours. Une solution à une question que personne ne veut poser. Que se passe-t-il si Air Force One lui-même a besoin d'être secouru? Voici la réponse. Un avion si grand, si secret et si conséquent que sa simple activation confirmerait l'impensable, un repli mobile pour le centre de gravité de la civilisation. Et s'il décolle un jour, ce n'est pas pour gagner, c'est pour s'assurer que la défaite ne devienne jamais permanente.